Développé aujourd'hui. La pandémie de coronavirus continue sa progression en Haïti. Selon des chiffres communiqués par les autorités sanitaires, plus de 950 personnes ont déjà contracté la maladie alors que 27 sont mortes. Toute personne qui viole le couvre-feu risque désormais une amende de 3 000 gourdes et 5 jours d'emprisonnement. Le décret du 20 mai fixant les règles générales de protection de la population en cas de pandémie est paru dans le journal officiel Le Moniteur jeudi. D'autres sanctions sont également prévues dans le document. Une responsabilisation des organisations communautaires dans la lutte contre la pandémie permettra au pays d'éviter un bilan catastrophique. C'est ce que pense le président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, le docteur Franck Généus. Plus de 224 nouveaux cas ont été dépistés durant le week-end. Le bilan s'établit désormais à 958 cas avérés et 3115 cas suspects. 27 personnes sont décédées de la maladie, ce qui donne un taux de létalité de 2,82%. Il faut rappeler que la possibilité d'un confinement est accueillie favorablement par des personnes âgées qui se disent prêtes à respecter cette décision s'il faut en arriver là pour limiter les dégâts. D'un autre côté, des personnes plus jeunes interrogées se montrent plus réticentes. Selon elles, le pays n'est pas prêt d'un point de vue économique pour adopter une telle disposition. Le décret fixant les règles générales de protection de la population en cas de pandémie est paru au journal officiel Le Moniteur ce jeudi. Il prévoit des sanctions pour les contrevenants aux mesures de sûreté sanitaire adoptées par l'État, pouvant aller jusqu'à des amendes de 3 000 gourdes et 5 jours de prison ou 15 jours de travail d'intérêt général. Les journalistes sont désormais autorisés à circuler durant les heures de couvre-feu, ainsi que le personnel médical, les pompiers et les ambulanciers et les professionnels disposant d'une autorisation légalement délivrée. Le juge Jean-Wilner Morin de l'Association nationale des magistrats haïtiens juge inapplicables les mesures prévues dans le décret du 21 mai portant sur les mesures de protection des citoyens en temps de pandémie. Selon lui, l'interdiction de réunion de plus de 5 personnes rend la tenue de séances au tribunal impossible. Il note aussi que les peines de travaux d'intérêt général n'existent pas en droit haïtien. Suivez ces explications, il a été joint au téléphone par Métropole. L'article 6 lui dit très clairement que 5 mondes pas capables de réunir ensemble. Et si 5 mondes réunis, soit dans un espace fermé ou ouvert, ils commettent une infraction. Tribunal là lui-même, à cause de l'article 6 là, il n'est pas capable de réunir parce que le tribunal là a violé l'article 6 là, il a violé des décret. Parce que l'on propose un tribunal de simple police, par exemple, il y a le juge, il y a le greffier, il y a un huissier. On a besoin d'un agent de police qui doit assurer la sécurité dans la salle d'audience là. Et mon a été appelé même tout, il est capable de monde ou bien deux monde, et quand même plusieurs monde dans seul dossier. Et il y a bien défenseurs publics, il y a bien avocats. Donc, on partit pour une douzaine de monde. On décret a dit que on n'est pas capable de gagner plus que 5 mois. Donc, nous pensons que le juge de paix peut gagner un pile problème pour appliquer lui. Ça est inapplicable et nous parlons comment nous pouvons le passer comme juge pour appliquer. Deuxième article là qui tombe, article 3, il valide le travail d'intérêt général. Lorsque peine n'a fini prononcée, nous dit que le travail d'intérêt général là sont peines alternatives. Mais il y a des juristes en Haïti qui sont tellement pointus, si on analyse, c'est un bagage que nous beaucoup vraiment expérimenté en Haïti. Nous plus parler de travaux forcés. Et travaux forcés, c'est le tribunal criminel qui est compétent de police, le tribunal de simple police pas compétent pour travaux forcés. Le tribunal criminel là qui a parlé de travaux forcés à temps et capable de parler de travaux forcés à perpétuité, dépendamment de décisions de justice.
magistrat, dans le décret, il dit que les jours de travail d'intérêt général, c'est à déterminer par le conseil municipal. Est-ce que ça va faire une différence? Oui, c'est ça. Si il va analyser le texte là, il a expliqué que nous pas il va falloir que premièrement, le législateur ait défini. Et deuxièmement, pour le législateur, le type de travaux d'intérêt général que l'a parlé et comment on est capable de considérer le travail d'intérêt général. Ça, comment la municipalité après le faire. Alors, on va dire parce que municipal, parce que la commune, la mairie a lui-même, il y a voirie, la voirie, tout le monde a ramassé ça. On dit, qu'il l'autre travail encore et combien de types de travail d'intérêt général. Donc, moi, je crois que décret a trouvé le fait de manière très hâtive et je pense que j'étais capable de faire un plus bon travail si vous êtes capable de consulter le monde qui connaît, qui vous permettre de faire des faits qui sont applicables. Notre invité de ce soir à Metro News est notre collaborateur, notre confrère Marvin Pierre qui a pris le temps de lire attentivement le décret du 21 mai paru au Moniteur et qui établit la liste des sanctions prévues en cas de non-respect des consignes gouvernementales, consignes prises dans le cadre d'éviter la propagation du coronavirus. Bonsoir Marvin et bienvenue. Bonsoir Serge Klein, bonsoir à tous. Merci. Alors, Marvin, qu'est-ce que la lecture attentive de ce décret vous a appris? Normalement, on s'est plaint des mesures. On avait dit que le gouvernement avait pris des dispositions, mais sans sanction. Eh bien, je me souviens avoir fait une interview avec le ministre de l'Intérieur. Il m'avait dit que les sanctions viendront au moment où l'on faisait l'interview. Eh bien, pour le moment, les sanctions sont là, mais il y a quelques petits problèmes. Bon, il y a des gens qui essayent de souligner des problèmes. Mais quant à moi, je viens de... Bon, quand même, une fois que ce décret a été publié, eh bien, on peut dire qu'on est sûr que certaines mesures seront respectées. Donc, ok, alors quelles sont les mesures phares, quelles sont les sanctions phares, si on peut dire, qui ont été prévues? J'ai annoncé tout à l'heure les 3000 gourdes d'amende et 5 jours de prison dans le cas de non-respect du couvre-feu, mais j'imagine qu'il n'y a pas que le couvre-feu, il y a évidemment les autres. Évidemment, les sanctions se répartissent en 3 catégories. C'est d'abord les amendes, entre 3000 gourdes et 25 000 gourdes. Ça va de 3000 à 25. Bien sûr. Mais je vais... 3000, c'est pour le non-respect du couvre-feu. 25 000, ce serait 25 000 gourdes, c'est quand quelqu'un transmet volontairement la maladie à quelqu'un d'autre. Donc, si on est contaminé et on le sait, voilà, et sciemment, on transmet la maladie dans la figure des bien gens, sûr, et quand même, on va jusqu'à payer de 25 000 gourdes d'amende. Et l'autre catégorie, c'est l'emprisonnement. On risque d'aller en prison, pas seulement pour la transmission de la maladie, mais d'abord, si l'on ne respecte pas les dispositions prises par le gouvernement pour protéger les citoyens en cette période de pandémie. Donc, et la troisième catégorie, pour terminer, c'est la catégorie de travaux d'intérêt général. Bien que ces travaux n'ont pas été cités dans le décret, mais on peut dire que ce sont les conseillers municipaux qui vont établir ces genres de travaux en fonction des besoins des communes, notamment si je suis à Delma, eh bien c'est le maire de Delma ou encore les maires de Delma qui vont dire voilà, eh bien on a besoin de telle ou telle chose, eh bien cette personne qui a violé les règles, cette personne doit impérativement faire ci ou ça. Donc il y aura d'abord condamnation de la personne et ensuite ce sera laissé à l'appréciation des maires de définir quel genre de travail d'intérêt général cette personne aura à accomplir. C'est bien ça? Exactement. Mais en ce qui concerne ceux qui transmettent la maladie sciemment, eh bien, en plus des 25 000 gourdes, on va appliquer également ce que prévoit le code pénal. Donc, on sait que le code pénal, il y a des
des articles qui parlent de ce genre de choses, eh bien, des sanctions prévues en cas de transmission de la maladie. Bon, on parlait de sida, etc. à une époque et autre chose, mais en plus des 25 000 gourdes, cette personne peut encourir d'autres peines prévues par le code pénal. Ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait normal, car c'est un acte grave. Évidemment, évidemment. Eh bien, alors, à part ça, Marvens, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce décret? D'abord, les premiers articles concernent le secteur du transport. Un secteur considéré comme centre névralgique de la propagation de la maladie. Beaucoup de gens sont entassés comme des sardines dans les camionnettes, dans les minibus. Eh bien, il est formellement ordonné aux conducteurs de désinfecter les véhicules, au moins une fois par jour. Bon, sous peine de les 3 000 gourdes, les jours d'emprisonnement et de travaux d'intérêt général. Donc, ce que l'on demande aussi aux conducteurs, c'est de laisser, ou encore les matériels, les véhicules doivent être en permanence aérés. Donc, ce qui peut paraître difficile pour certains types de véhicules. Bon, donc, les bus en particulier, les tap-tap, c'est facile, mais les bus, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et le nombre, j'imagine, également. Et pour le nombre, c'est ce qui pose problème aussi. On va y arriver. Donc, autre chose qu'il faut souligner, donc, ceux qui conduisent les véhicules doivent imposer, doivent exiger les passagers, donc aux passagers d'avoir le masque. Donc, il faut exiger le masque pour pouvoir pénétrer, pouvoir entrer ou pouvoir partir avec le véhicule. Donc, ce sont des choses qui paraissent plutôt dures, mais c'est pour le bien de tout le monde. Oui. Sauf que ces décisions... Finalement, les chauffeurs de bus et de tap-tap sont investis d'un travail de police, finalement. Bien sûr, puisqu'ils doivent veiller à ce que l'on respecte les normes, exiger, exactement, et eux aussi doivent respecter les principes. Donc, ils ne doivent pas rester justement pour demander aux autres où est votre masque. Mais non, ils doivent d'abord, les premiers, apporter le masque et désinfecter le véhicule. Donner l'exemple. C'est également un ordre. Ok, donc voilà, on a vu pour le couvre-feu, on a vu pour la transmission volontaire de la maladie qui est quand même c'est grave. Mais... On a fait allusion au transport. Est-ce qu'il est également question des mototaxis Normalement, selon les dispositions antérieures, on avait exigé que seules 2 personnes soient sur un... Oui, mais ça n'a jamais été respecté. Bien sûr, mais... Il fallait qu'il n'y ait pas plus que 2 personnes, qu'ils aient chacun leur casque. Évidemment, mais malheureusement... Il y a une moto sur 1000 qui respecte cette consigne. Cette mesure, bon, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, même si les motocyclistes, les chauffeurs de taxi, moto, ne sont pas clairement cités dans le décret, il y a l'article 6 du décret qui stipule que tout rassemblement, réunion ou autre activité, eh bien, ces genres d'activités ne doivent pas réunir plus de 5 personnes. Oui, apparemment, donc, ils sont passés de 10 à 5. Oui, ça... Et, il y a beaucoup de gens qui essayent de contextualiser cet article, justement pour dire comment les chauffeurs de tap-tap, de minibus, vont agir. Donc, doivent-ils demander aux gens doivent-ils exiger que seules 5 personnes montent au niveau de leur véhicule, ou encore, s'il y a un véhicule de famille, et s'il y a plus de 5 personnes dans la famille, donc un minibus par exemple, est-ce qu'on va demander à ces gens de ne pas monter ou de ne pas entrer dans le minibus? Il n'y a même pas besoin de prendre un minibus. La plupart des voitures prennent 2 personnes devant, 3 personnes derrière, ça fait 5. Bien sûr. Mais ça ne dépasse pas. Oui, mais on peut aller jusqu'à
jusqu'à 6 ou 7. Oui, Donc, oui. à la rigueur. Mais ce qui est important, c'est la réaction du juge. Non, mais avant d'en venir au juge, parce qu'il s'est clairement expliqué, mais est-ce qu'on a déjà une idée de la manière dont ce décret a été reçu par la population? Est-ce qu'il y a déjà des réactions des chauffeurs de transport, moto? Est-ce qu'il y a déjà des réactions? Évidemment, en ce qui concerne les réactions, bon, quand même, on ne peut pas dire que au sein de la population, les citoyens réagissent déjà, non. Mais en ce qui concerne des secteurs, surtout le transport en commun, il y a le président du syndicat, il s'appelle Mehu Changeux, de la CPH, eh bien, il est contre ce décret. Il a posé les mêmes problèmes que pose le juge Jean-Wilner Morin en ce qui concerne l'applicabilité de ce décret. Normalement, l'article 3 qui exige que les véhicules soient désinfectés, eh bien, il a souligné ce point-là pour dire que les chauffeurs, les conducteurs n'ont pas les moyens qu'il faut. Donc, il fallait d'abord un soutien de la part du gouvernement. Donc, ce qui me paraît tout à fait logique. Pour le moment, il pense à envoyer une correspondance au Premier ministre, aux gens du gouvernement, afin de modifier quelques éléments au sein de... Bon, c'est pratiquement ce qu'ils annoncent. Donc, les gens du transport en commun. Mais pour le moment, ils ne disent pas grand-chose à propos de ce décret, sauf l'applicabilité, donc en ce qui concerne la mesure, comment vont-ils respecter ces mesures alors qu'ils n'ont rien. Donc, c'est pratiquement ce problème qui est évoqué. Oui, parce qu'en fait, désinfecter, on leur demande d'investir, on leur demande d'acheter du chlore ou des produits, et donc ça sortirait de leur poche. Bien sûr, et cela fait pratiquement un mois ou deux, ils essayaient de demander la réduction du prix du carburant. Donc, ce qui serait mieux pour les conducteurs, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réaction. Alors, venons-en au juge Jean-Wilner Morin. Moi, j'ai retenu deux des cas qu'il a soulevés, qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est que si les réunions sont réduites à 5 personnes, aucune séance de tribunal ne peut se tenir. Bien sûr. Et c'est une évidence. Et il a également fait remarquer que ces travaux d'intérêt généraux ne figurent nulle part dans la Constitution. C'est une invention, apparemment. Oui, et il a même dit que l'on parle surtout de travaux forcés en ce qui concerne les condamnés à perpétuité et autres. Donc, on sait en ce qui concerne la réaction du juge Jean-Wilner Morin, on ne peut pas trop s'aventurer sur ce terrain, puisque c'est un terrain juridique, chacun peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais pour le moment, ce qu'il a fait mention en ce qui concerne le nombre de personnes qu'il faut dans une salle, eh bien, c'est pratiquement impossible. Parce qu'il a souligné que le juge doit se faire accompagner d'un greffier. Oui, mais là, c'est même pas des notions juridiques, c'est des notions de bon sens. Basique, mais non, je parle surtout des sanctions, encore des travaux d'intérêt général. Mais en ce qui concerne la mise en place des gens pour l'audience, voilà, ça c'est basique. Donc on peut dire qu'avec cette interdiction, cette restriction, on ne peut même pas réunir. Bon, on peut se demander tout au niveau de la presse, bien que il y a un article, surtout l'alinéa 3 de l'article 9, qui a été bien reçu par les journalistes, surtout. On a levé l'interdiction. On disait que les gens ne pouvaient pas circuler librement. Les journalistes font partie des catégories qui sont autorisées bien sûr, à circuler pendant les heures de couvre-feu. Mais on peut se demander aussi, au sein d'un média, il y a des médias qui ont plus de 5 journalistes en réunion. Est-ce que ces médias ont droit aussi, ou est-ce qu'ils n'ont pas droit de réunir avec 5 personnes? Donc,
en ce qui concerne le nombre de personnes, donc quand même, il y a des questions qui se posent. C'est plus du domaine privé. Bien sûr. C'est comme si on disait qu'une famille de 4 enfants, plus le papa, la maman et la grand-mère, ne pouvait pas s'asseoir en même temps autour d'une table pour dîner. Ça, c'est du domaine de la vie privée. Bien sûr, mais c'est l'article 6 qui porte à équivoque, qui mentionne que tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée 5 personnes. Donc, on peut supposer que cet article puisse faire référence à des réunions publiques. Oui. Donc, pour enlever quelques Il aurait doutes, fallu le dire. Bien sûr. Absolument. La loi doit être claire, précise. Et la redondance n'est jamais une erreur en matière juridique. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour le moment, les réactions arrivent par compte-gouttes. Il y a le secteur l'appareil judiciaire, il y a le secteur du transport en commun, le secteur de la presse, mais on attend aussi la grande foule, la population. Comment va-t-elle réagir? Bien sûr. Mais pour une simple observation que j'ai faite après la publication de ce décret, j'ai remarqué que beaucoup plus de personnes arborent le masque. Donc, avant, il y avait une certaine négligence. Ce serait finalement une réaction positive. Évidemment, c'est une réaction positive. Donc, hormis toutes les considérations, on peut dire que, d'une manière ou d'une autre, s'il y a beaucoup plus de personnes qui arborent le masque, eh bien, c'est encore un pas vers la lutte contre la propagation du virus. Donc, on sait que le virus est très dangereux et le virus a déjà emporté la vie de nombreuses personnes à travers le monde et même en Haïti. Donc, on avance vers 1 millier de cas confirmés en Haïti. Donc, on pense que malgré les erreurs que jugent certains, donc, qui existent au niveau de ce décret, on pense que on commence à voir les bienfaits. En ce qui concerne le port, notamment le port du masque. Voilà. De toute façon, Marvens, comme vous l'avez souligné, le décret vient de sortir. Je doute que beaucoup de gens aient la possibilité ou même l'envie de s'asseoir comme vous l'avez fait et d'éplucher ce décret article par article. Et il est peut-être donc bien sûr un peu trop tôt pour savoir comment l'ensemble de ce décret va être apprécié, accueilli par les principaux concernés. Écoutez, ce sera l'occasion de faire d'autres reportages, n'est-ce pas? Évidemment, évidemment, mais il faut que je dise quelque chose pour terminer, et c'est à propos des agents des forces de l'ordre. Certainement, ces agents sont dans les rues du matin au soir, mais si un agent n'est pas en service, eh bien, cet agent ne doit pas être en pleine rue pendant le couvre-feu. Sinon, la peine est beaucoup plus élevée, plus dure, évidemment. Donc, un agent de la PNH qui est dans les rues pendant le couvre-feu, bien sûr, eh bien, cet agent encourt pas 3 000 gourdes, mais 5 000 gourdes d'amende, 10 jours d'emprisonnement, et on peut aller jusqu'à 30 jours de travaux d'intérêt général. Eh bien, messieurs les agents, messieurs et mesdames des forces de l'ordre, faites attention à vous, ne soyez pas dans la rue après le couvre-feu qui, je le rappelle, est censé commencer à 8 heures. Enfin, 8 heures du soir, c'est-à-dire 20 heures. Eh bien, Marvens, merci d'être venu nous faire un petit résumé, une présentation de ce qu'il y a dans ce décret du 21 mai, paru au Moniteur, donc immédiatement applicable. Bien sûr. C'est-à-dire que dès ce soir, à 8h01, vous risquez... Même pas ce soir. Dès la publication, c'est-à-dire... Oui, mais il faut attendre ce soir 8 heures. Ah oui, aujourd'hui, pour le couvre-feu. Oui, évidemment. Eh bien, merci Marvens, bonne fin de soirée, à très bientôt, affaire à suivre. Évidemment, bonne fin de soirée aussi.
Voilà, c'était Marvin Spierre qui nous faisait une brève présentation de ce que contenait ce décret du 21 mai qui, je le rappelle, dressait un peu la liste des sanctions qui sont prévues en cas de non-respect des consignes gouvernementales prévues pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, le docteur Franck Généus, estime que seule une responsabilisation des organisations communautaires permettra d'éviter un lourd bilan en Haïti. Le responsable de l'hôpital adventiste de Dikini a appelé tous les groupes organisés du pays à se rassembler pour faire barrage au coronavirus. Quand l'action communautaire là, est mal menée, est mal engagée, tout naturellement, vous n'avez pas la communauté à votre côté. Et il y a un principe en santé communautaire qui dit, et qui est bien précis ça, quand la communauté n'est pas avec vous, elle est contre vous. L'action communautaire, quelle que soit l'action qu'on fait au niveau de la communauté a participé dans un sens ou dans un autre. Et en fait, il y a deux sens qui participent là-dedans. C'est soit que profiter de l'action, soit s'arrêter l'action. Donc, quand la communauté n'est pas impliquée, elle sent, et quand la communauté décide qu'elle n'est pas impliquée, elle n'est pas avec vous, elle est automatiquement contre vous. Mandela a dit une phrase, il a dit, en ce qui concerne un peuple, une population, la population considère que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. La première chose, il y a attendu à ce que l'élite capable en situation de pouvoir montrer que s'alimenter pour le faire, c'est un avantage de lui. Et ça, nous connaissons très bien qu'avec divorce qui est entre l'État et la population haïtienne, ça a fait que le leadership de l'État haïtien est difficile pour lui imposer des actions au niveau de la population. Deuxièmement, la population attend à ce que l'idée du parti prenant de l'action. C'est ça qui peut faire que dans le cadre du partenariat communautaire, la population elle-même a avancé aussi loin que l'État doit avancer dans le sacrifice que le doit faire pour être capable efficace par rapport avec l'action. Et troisièmement, la population connaît et comprend très bien que ça qui a fait, si on n'a pas fait pour lui-même, il a fait contre lui. Ce qui fait que lui attend à ce que nous sommes capables de montrer lui, de démontrer l'avantage que nous gagnons dans ça. Expérience en santé communautaire qui montrait que la population lui fait exactement l'inverse de ça on de le faire, que ou pas aborder lui avec les bonnes techniques en matière de santé communautaire. Première vérité, c'est que l'on pense qu'on va dire communauté à une bagaille et que nous allons faire automatiquement parce que désespéré que sortir c'est les prendre. Ce n'est pas vrai parce que la communauté a lui-même déjà été une réponse. On concrète avec eux. Le fait que les gens a brûlé mon dispositif du monde, dans tête c'est la réponse que eux-mêmes ils donnent à cette problématique. Deuxième grande vérité, c'est que réponse ça n'est pas en fonction de conséquences systématiquement. Tout le monde a dit mais en pile monde va mourir, en pile monde va etc. Ils même à parler d'éducation. Mais la réponse communautaire, fondamentalement, n'est pas en fonction de conséquences. Ce n'est pas le premier critère que la communauté a utilisé. Il utilise sa perception et son vécu. C'est cette perception qu'il faut changer. Troisièmement, c'est que nous pas analyser bagaille même gens. Si nous pas arriver à aligner capacité d'analyse avec la population, nous pas gagner résultat. Et la dernière chose, c'est que les communautés n'arrivent pas avec vous, nous garantit qu'ils comptent nous-mêmes. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest et le mouvement unifié des transporteurs haïtiens ont conjointement procédé ce lundi à une distribution de masques à l'intention des chauffeurs. Reconnaissant les risques de contamination qui placent sur le secteur du transport en commun, les responsables de la Chambre et du MUTH veulent limiter les dégâts en permettant aux conducteurs et aux passagers de se protéger contre la maladie. Au total, plus de 7000 protections sont disponibles et les deux structures entendent conjuguer leurs efforts en vue de toucher le plus de conducteurs possible. Un appel à la solidarité a été lancé en ce sens. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis.
Pas plus de 8 personnes dans une camionnette de transport et 2 sur une motocyclette, c'est la décision prise par le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch. Et depuis un mois déjà, le secteur des transports en commun a été largement sensibilisé en ce sens à travers les médias. Toutefois, cette disposition n'a fait l'objet d'aucune consultation au préalable, ce que regrette le syndicaliste du club bénissois. Comment faire comprendre, il dit, magistrat prend décision pour transport réduit, chauffeur réduit, passager dans la machine, et puis nous là, comme syndicat, nous commune, ça va pourquoi on juge avec nous. Comprenez bien, nous là, nous dans la commune là, local nous visible, téléphone nous visible, nous dans la presse chaque jour. Pas aucune autorité municipale qui j'aimerais nous pour dire mais c'est ça qu'on a fait ensemble. Même autorité étatique ou bien au niveau gros l'État, gouvernement, pas de personne qui est les syndicats de transport pour dire même du monde. Les chauffeurs qui assurent les différents trajets, tant à la capitale que dans les villes de province, sont des victimes de choix pour la maladie. Conscient de ce risque, la CCIO et le MUT s'engagent à sensibiliser les conducteurs et les passagers. Qui plus est, les deux structures ont commencé à distribuer des masques. Chaque masque gagne 2 épaisseurs tissu avec un filtre dans mi-temps. Nous mettons le logo sur yo, pas pour nous faire publicité, mais pour que les gens connaissent que masque c'est cadeau. Donc, c'est pas acheter, pas pour vendre, pas pour acheter. Et nous avons joint en bonne communication avec M. Duclos Bénissois de MUT parce que nous avons dit que c'est très important pour les chauffeurs, tout transport public, ils joignent masque parce qu'ils ont exposé tout. Donc ça nous fait des paquets de masques qui gagnent 4 graines de masques là-dedans, 2 pour chauffeurs, 2 pour helpers. Et maintenant, nous commençons à faire ça déjà. Et nous avons Pétionville, nous avons commune Delma, nous avons commune Port-au-Prince, nous avons commune Carrefour. Nous avons Tabac, nous avons Croix des Bouquets, nous avons Cité Soleil. Et pour nous citer ça seulement, nous avons rejoindre dans 7000 massacres que nous avons maintenant, même si ce n'est pas en grande quantité. Cette initiative bénéficie de l'apport du secteur privé. En effet, 7000 masques fabriqués dans une usine textile de la Sonapi sont disponibles. Compte tenu du caractère stratégique des transports, les responsables appellent tous ceux qui veulent contribuer à cette démarche citoyenne visant à limiter la propagation du coronavirus à se manifester. Donc nous avons aimé que tout le monde fait même genre avec Kuligan et premier monde qui était bon nous. Si le secteur privé était bon nous support pour nous protéger chauffeurs transport public, il est vraiment très bon. Parce que là, comme ça, on protège les gens de transport public, ou protéger employés, ou protéger famille, ou protéger tout le monde. Et nous encourager le secteur privé Bali déjà. Alors, entreprise dans le secteur privé Bali déjà. Et tout l'autre qui n'était pas de compte ça pour faire, je dis à son pote qui ouvre. Parce qu'il n'y a pas de 30 000 au niveau MUT, mais ça dit transport en commun, il y a environ 200-300 000 chauffeurs à travers le pays. Et nous pas décidé pour nous être seulement dans l'Ouest. Nous voulons aller dans tout le département, mais pour ça, ça demande beaucoup. Et puis, si on demande beaucoup, c'est déjà un porte qui est ouvert. À chaque fois qu'un passager descend, un autre prend sa place, et cela pendant toute la journée. Son siège n'est pas désinfecté et nul ne sait qui peut contaminer qui. Les chauffeurs de tap-tap, de bus, des motocyclistes entre autres, sont les plus exposés par rapport à la maladie. Leurs contacts en quotidien avec les passagers sont source de contamination. En ce sens, la Chambre du commerce et d'industrie du département de l'Ouest ainsi que le MUT, Mouvement unifié des transporteurs haïtiens, emboîtent le pas. Des distributions de masques ont eu lieu en vue de réduire la propagation de la maladie. Toutefois, les responsables du MUT affirment qu'aucune rencontre n'a eu lieu avec les membres du gouvernement, notamment la mairie de Pétionville, depuis l'introduction du coronavirus dans le pays. Et les Sidieux Lassin et Rudolph Pierre-Louis portaient les métropoles. Le directeur général de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, Wilson Fièvre, a annoncé la mise en place d'un système de traçage des personnes atteintes du Covid-19 et de celles susceptibles de porter le virus, même inconsciemment. Si les suivis administratifs sont respectés, cette solution devrait être disponible et opérationnelle dans 3 semaines environ, selon Wilson
Wilson Fièvre. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desauguste. Accompagner l'État haïtien dans la gestion de l'épidémie de coronavirus est désormais l'une des missions de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Innovative Lab, c'est le nom d'une structure interne spécialisée regroupant des jeunes cadres formés en Haïti et à l'étranger et travaillant quotidiennement à la mise à jour du système de repérage national dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 dans le pays. Haïti n'est pas pionnière dans cette affaire. Tout compte fait, la technologie est à la portée de tous. Il suffit d'avoir les moyens de sa politique, explique le directeur général de l'IHSI, Wilson Fièvre. Ainsi, l'IHSI est en train de mettre en place un système informatique qui permettra au gouvernement de retracer et d'alerter toute personne ayant été en contact avec des cas contaminés par le COVID-19. M. Fièvre pense que cette solution de traçage permettra aux citoyens de vivre en présence de la maladie en prenant toutes les précautions nécessaires. Il prend en exemple les pays qui ont réussi à contenir la pandémie, car la technologie n'exclut pas les gestes barrières. Une méthode de traçage qui consiste à utiliser une application web qui utilise les données de localisation de n'importe quel téléphone pour identifier les personnes avec lesquelles le patient testé positif a été en contact au cours des 14 derniers jours de la période d'incubation. L'IHSI n'est pas le seul maître à bord dans le cadre de la mise en place de cette solution. D'autres institutions publiques et privées sont concernées par l'implémentation de ce projet. Mais sitôt près, c'est le ministère de la Santé publique et de la Population qui prendra en charge l'utilisation de ce système de repérage en respectant l'identité des personnes dépistées, indique le directeur général Wilson Fièvre. Le ministère de la Santé, la Primature, le ministère des Finances, le CONATEL, le Centre national de l'information géospatiale, CNIGS, la Commission multisectorielle de gestion de la pandémie de COVID-19, les compagnies de téléphonie mobile Digicel et Natcom sont autant d'institutions qui collaborent avec l'IHSI dans l'élaboration de cette solution. Ce système de repérage, de géolocalisation et de traçage de potentiels cas de contamination du coronavirus devrait être opérationnel dans 3 à 4 semaines environ. En attendant, le directeur général de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, Wilson Fièvre, invite la population à ne pas négliger les consignes sanitaires